L'histoire se passe au Laos, petit pays du sud-est asiatique. C'est l'histoire d'une famille qui a fui le pays du jour au lendemain. C'est l'histoire d'un homme qui a grandi en France et qui revient sur la terre de son enfance. C'est l'histoire de cet homme qui, à 30 ans, suit les pas de sa grand-mère et apprend à tisser comme on apprend à marcher. C'est l'histoire d'Anou qui tisse la soie et qui va démêler petit à petit les fils de sa vie. Anou est designer textile pour la décoration d'intérieur. En quelques années, il a créé un atelier qui diffuse des soies exceptionnelles dans le monde entier. Paris, Londres, New York, ses créations sont aujourd'hui admirées et utilisées par les plus grands décorateurs. J'ai tout vérifié, tout est parfait. On peut l'envoyer. Ces étoffes sont baptisées palmier, mousson, fleurs de champi. Elles sont inspirées des créations de sa grand-mère qui ont depuis l'enfance nourri son imaginaire et lui ont donné le goût du Laos. Avant de créer son propre atelier textile, la route a été longue. Anou est né au Laos, dans une famille d'aristocrates. En 1975, à l'arrivée des communistes, la monarchie est abolie, provoquant l'exode de plus de 10% de la population. La famille d'Anou a quitté le pays. Il avait 4 ans. Anou a été élevé en France par des parents qui refusaient même de prononcer le mot Laos. Toute la famille est partie très rapidement, avec très peu de biens. On pensait que c'était vraiment une crise qui allait durer juste quelques mois, au pire quelques années. Et mes grands-parents ne sont jamais revenus. Aucun des 4. À Paris, Anou travaillait au ministère de la Culture. Pour ses 30 ans, contre l'avis de ses parents, il a pris un billet aller-retour pour le Laos. Il n'y était jamais revenu. Il n'en est jamais reparti. Très peu de temps après être arrivé à Vientiane, je me promène dans les rues de la ville. Je vois une maison majestueuse. Et tout de suite, en fait, j'ai ressenti une sorte d'attirance. Il y avait comme des chants de sirènes. Et le soir même, je téléphone à maman. Je lui explique ce que je ressens. Je lui décris la maison. Et là, elle me dit: si tu trouves une pierre tombale, c'est là où est enterrée ma grande-tante. Je me suis dit que c'était un signe. Et je savais que j'allais rester au Laos. J'ai toujours été fasciné par le textile. Ma grand-mère tissait, elle créait des tissus, ma mère les portait tout le temps. J'avais parlé à ma grand-mère de cette envie de reprendre une entreprise textile. Et ma grand-mère me dit, en fait, si tu veux vraiment commencer le textile, il faut que tu trouves un homme qui s'appelle Pieng, mon maître d'atelier. Et pendant des jours, je parcourais la campagne. Je demandais partout, en fait, est-ce que vous connaissez Pieng? C'est un homme qui tisse. Je me perds. Je tombe nez à nez avec cet homme pour lui demander le chemin. Et en fait, il me voit, il me dit, tu ressembles à quelqu'un que je connais. Tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère, et je t'ai connu petit. Et j'ai compris que c'était Pieng, en fait. Oh là là,
Bonjour, ça fait si longtemps. Et ça a été le deuxième signe pour rester au Laos. Pieng était le maître d'atelier de la grand-mère d'Anu. Plus qu'un simple tisserand, Pieng était très proche de la famille. Il a gardé les 2 métiers à tisser d'Oradi, la grand-mère d'Anu, lorsqu'elle a fui le pays. Oradi appartenait à l'une des plus grandes familles du royaume. Elle créait des tissus qui éblouissaient la reine. Son mari, diplomate, était le conseiller privé du roi. Lors des voyages officiels, elle avait découvert les soyeux de Lyon et s'en était inspirée pour enrichir ses propres créations. À présent, elle a 91 ans et vit en Australie, loin des rives du Mékong. Anu reprend cette aventure textile, accompagnée par Pieng, qui était il y a quelques années encore son mentor. Pieng m'a beaucoup appris. Il m'a appris à tisser, il m'a appris à monter les motifs sur une chaîne. Il m'a fait comprendre ce qu'était que le métier de tisserand, de la coloration, de la teinture, au filage de la soie. Et tout ça sur les anciens métiers à tisser de ma grand-mère. Depuis le XIVe siècle, le tissage fait partie intégrante de la culture lao et a favorisé des échanges entre le Laos et ses puissants voisins, la Chine, le Vietnam, la Thaïlande et le Cambodge. Il a été introduit par la route du Nord et a suivi l'artère vitale du pays, la mer des eaux, le fleuve Mékong. Le textile a été enrichi par l'apport de nombreuses ethnies. Derrière ces groupes se cache une tradition de tissage millénaire. Le tissage a une double fonction. Se vêtir, mais aussi, par les motifs et les couleurs, donner à ces ethnies une identité. L'arrivée au pouvoir des communistes en 1975 a ralenti cette tradition, même si, au XXIe siècle, elle retrouve son souffle. Pour approfondir ses connaissances et trouver de nouvelles tisserandes, Anu entreprend un voyage dans le nord du pays, berceau du textile laotien. Il est accompagné de Peng, sa chef d'atelier. Bonjour. Ce fil-là, il fait quelle longueur? Ça, 42 mètres. 42 mètres. Ça fait 6 mètres sur 7. On pourrait le faire à l'atelier? Non, je ne pense pas. C'est difficile quand il faut tirer le fil. Ce n'est pas assez serré. Non, mais nos tisserandes devraient faire usage de toute leur force. Ici, elles font ça autrement. Les étoffes du Nord se caractérisent par des couleurs unies et des dessins géométriques complexes. Rayures, losanges, zigzags, motifs animaliers et végétaux. À chaque motif, sa signification. La rayure pour la noblesse, le losange pour la connaissance et enfin le naga, animal fabuleux avec son corps de serpent représenté par une ou deux têtes. Il est par-dessus tout la puissance protectrice du Laos, source de vie. Bonjour madame. C'est vous qui avez tissé cette étoffe? Oui, c'est moi. Vous pouvez m'expliquer les différents motifs? Bien sûr. C'est le motif Dokko. Dokko? C'est comme un crochet ou une clé? Oui, c'est ça. Les couleurs ont été faites avec des teintures végétales. Lesquelles?
Ce verre, c'est de l'indigo mélangé à du bois de manguier. On trempe les fils de coton dedans et on rince beaucoup. En combien de temps vous tissez cette étole? Je mets en moyenne un peu plus de 2 jours. 2 jours. Si je tisse sans être interrompu, je peux le faire en une journée. Une étole par jour. Ça dépend de mon travail quotidien. Vous aimeriez tisser entre 2 tâches quotidiennes ou devenir tisserande professionnelle? Ça dépend. Souvent, j'ai du mal à m'organiser. Le champ est loin et ça me prend beaucoup de temps. Vous arrivez à vendre vos étoles? J'aimerais bien pouvoir gagner ma vie en tissant, sans avoir d'autre chose à faire. Et vous aimeriez pouvoir tisser et vendre vos tissus? Oh oui. Comme nous tous. Anou modernise ces motifs géométriques des régions du Nord. Dans son atelier de Vientiane, il les tisse en soie et en grande largeur. Là, il y a déjà 1 centimètre de longueur juste sur une répétition de motif. Ce qui fait que sur une répétition de 15 fois le motif, ça va faire 15 cm de différence. Donc à la longue, quand on va tisser des tissus de 3 mètres, 3,50 m, on va pouvoir avoir 15-20 cm de différence selon les répétitions. En fait, elles sont beaucoup moins concentrées sur leur travail. Il y a trop de pollution environnante. Les enfants, les poules, la récolte du riz, la cuisine, le potager. Elles perdent le fil du tissage et donc la concentration. Donc pour nous, ça va être un vrai challenge de pouvoir faire en sorte que ce tissu qui me plaît énormément, et puis ces femmes me plaisent vraiment, que l'on puisse collaborer ensemble, mais de manière beaucoup plus professionnelle. Anou, tu veux essayer? Non merci. Ça va, Peng? Je m'entraîne. Fais voir. Elle fait ça très bien. Mais il ne faut pas lui faire de compliments, c'est pas du tout régulier. Mais alors, pas du tout. Vos mains sont toutes bleues. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est vrai qu'elles sont toutes bleues. Quand je donne du riz aux enfants, ils ont peur, ils n'en veulent pas. Ah bon, ils ont peur. Pourtant, si tu portes de l'indigo, tu restes en bonne santé. Ça tue les maladies. Ah bon? Il n'y a pas de bactéries?
Non, ça tue les maladies et les insectes. Ok, merci beaucoup. C'était un plaisir. J'ai trouvé dans ce village des personnages vraiment très très attachants. La dame qui teint l'indigo est complètement habitée par son art de teinturier. Elle nous expliquait en fait qu'elle mettait des fleurs pour éloigner les esprits, pour protéger ses jarres d'indigo, faire en sorte que son indigo donne de belles couleurs. Et j'ai été très très surpris de voir que toute cette tradition de culture du coton, de teinture du coton et le tissage faisait que par des femmes. La veille du départ d'Anou, les villageois préparent en son honneur la cérémonie du bassi. Toute l'âme du Laos est contenue dans cette cérémonie du bassi. C'est à cette occasion que l'on rappelle les 32 âmes associées à chacune des parties du corps qui ont tendance à se disperser. Des dizaines de fils de coton matérialisent des vœux que l'on noue sur le poignet des invités. Chacun tisse avec l'autre un lien visible et invisible. Vientiane, capitale du Laos. Son nom laotien est Vientiane, qui veut dire ville de Santal ou ville de la lune. L'image paisible de la ville est contredite aujourd'hui par l'intensité de son trafic et son développement économique qui secoue l'ensemble des capitales du sud-est asiatique. Depuis 14 ans, Anou vit dans le quartier de Sisatanak, non loin du fleuve Mékong. Il a choisi d'installer l'atelier dans sa maison. Depuis plus d'une décennie, il a poursuivi sa passion pour créer une ligne de tissu en soie unique et réinterprète des modèles anciens dont certains ont été perdus depuis plus de 50 ans. Je sentais une reproduction du passé, mais pas de renouveau. Et j'ai tout de suite eu l'idée en fait de rendre ces textiles laotiens plus modernes. Et finalement, je suis en train de recommencer l'histoire que ma grand-mère avait initiée il y a 55 ans. Elle a tout laissé derrière elle et c'était une manière de rendre hommage, de recommencer une aventure textile, une aventure de création. Dans les années 50, sa grand-mère se fournissait au verre à soie, rue Réaumur à Paris. Aujourd'hui, Anou trouve en Thaïlande une qualité de fil de soie exceptionnelle qui répond à son exigence.
L'étoffe, c'est le mariage de la tête, du fil et de la main. C'est la rencontre sur un métier à tisser entre les fils disposés sur un axe vertical, les fils de chêne, et sur un axe horizontal, le fil de trame placé dans une navette. Lentement, la tisserande dessine le motif sur la chaîne à l'aide d'un couteau, comme d'un stylo. Le motif est transféré ligne après ligne, bambou après bambou sur le lisse. Tu m'as dit qu'il manque 12 bâtons. Donc nous devons en retirer 8. Lorsque je monte les designs, on les monte sur des petits métiers à tisser de 20 cm d'abord. Et ensuite, on fait la mise au point sur du 40 cm, 45 cm de large. Jusque-là, tout allait bien. Et lorsqu'on a dû le monter sur du 128 cm de large, on doit respecter les amplitudes. L'amplitude des bras des tisserandes. Aucune d'elles ne fait plus d'1,60 m. On tisse sur du 128 cm de large qui est déjà très très large parce qu'il faut compter le passage de la navette, les mouvements du corps. C'est vraiment un sorte de balai. Sur ce motif-là, Baipao, qui représente la feuille de palmier, il y a 110 bâtons pour monter chaque niveau, donc 110 niveaux, donc elle doit se lever 220 fois pour avoir un motif entier. Donc on a dû sacrifier en complexité, on a dû enlever 8 lignes pour qu'elle puisse travailler convenablement, parce que c'est vrai que le compromis, c'est de faire un beau design, mais aussi qu'il n'y ait pas de difficulté de tissage pour que le tissage puisse être le plus parfait. Traditionnellement, au Laos, on tisse en petite largeur pour les écharpes que l'on porte au temple et pour orner le bas des jupes. Mais pour satisfaire la demande des décorateurs, Anu tisse en grande largeur. Peng s'occupe du contrôle qualité qui fait notre excellence, qui fait que nos produits sont pratiquement sans défaut. Elle a eu une vie très très difficile. Je l'ai embauchée comme ma femme de ménage au départ. J'ai appris à tisser quand j'étais petite avec ma mère. J'avais 8-9 ans. À 16 ans, mon père est mort. J'ai dû arrêter mes études et rester à la maison pour tisser des signes, les jupes traditionnelles du Laos, et les vendre au marché. J'ai quand même senti en elle une envie d'évoluer. Et petit à petit, elle est devenue le contrôle qualité. Et maintenant, c'est ma directrice de production, en fait. Elle s'occupe de tout. Dans cette entreprise, on travaille ensemble, un peu comme une famille. Tout le monde doit s'entendre, car on va manger, travailler, boire ensemble. Si on rencontre un problème, on peut en parler. Ce n'est pas comme s'il y avait un chef et des subordonnés. C'est plus familial. Dans la culture laotienne, que ce soit la culture familiale ou la culture entreprise, il faut vraiment recréer une sorte de cellule familiale dans l'entreprise.
Dans un endroit abrité près de l'atelier, Anu crée ses propres couleurs. Les recettes laotiennes se transmettent oralement. Alors, quand il a appris la teinture, Anu a noté soigneusement tous ses essais sur des petits bouts de papier et ainsi maîtrisé l'alchimie secrète des couleurs. Pour obtenir le beige, le numéro 21 que l'on appelle dark beige, on mélange des pelures d'oignons bouillis diluées avec du bois d'ébène qui macère pendant 6 mois avec de la chaux et de la cendre. C'est une putréfaction horrible qui sent très mauvais et dans laquelle baignent des vers. Cela donnera une couleur beige avec des nuances de gris qui iront du gris argenté au gris foncé. Comment ça va aujourd'hui, Win? Ça paraît compliqué. Oui, c'est un peu difficile. J'ai l'impression que la couleur bave. Oui, un peu. Pourquoi on rajouterait pas un peu de ferraille? C'est déjà fait. La couleur n'est pas fidèle. C'est trop fade. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? De l'oignon? C'est le plaisir de voir toutes les couleurs qui ont été faites pendant la journée et de pouvoir en fait revoir et on voit toutes les collections qui défilent. Et il y a certaines couleurs que l'on n'utilise pas souvent. Et lorsqu'on fait une commande spéciale, évidemment, donc on la revoit. C'est comme si elle renaissait. Et là, tout de suite, dans ma tête, j'arrive à imaginer en fait d'autres mélanges de couleurs. J'aime bien ce bruit-là, on dirait de la neige. On utilise beaucoup de teintures végétales et certaines teintures peuvent développer des champignons ou des bactéries. Pour tuer toutes ces bactéries et champignons, je mets les échauds de soie dans un congélateur pendant 3 à 5 jours avant de pouvoir vraiment utiliser la soie. Il y a des croyances qui peuvent être absurdes et compréhensibles à la fois. Les teinturiers ne peuvent pas teindre les jours saints. Il y en a 4 dans le mois. Ils croient aux rêves, aux chiffres. J'avais un teinturier qui ne travaillait pas lorsqu'il faisait des cauchemars. On ne peut pas bousculer ce genre de croyances. Donc on est obligé de faire avec, de conjuguer avec les différents sorts. Personne n'a réussi à me dire exactement pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas teindre les jours saints. Les Laotiens sont animistes. Ils vivent dans un monde spirituel. La feuille frémit, ça a un sens. La pluie tombe à ce moment-là, ils cherchent à comprendre pourquoi. Ils croient aux esprits, aux fantômes et aux génies protecteurs. À l'entrée de la maison, Anu a un autel dédié aux génies protecteurs, les Phi. Pour chaque cérémonie, le chaman qui joue le rôle de messager entre l'humanité et les esprits de la nature présente aux génies les offrandes de riz, de fleurs, d'eau et d'encens. Parmi les offrandes, les œillets d'Inde de couleur orangée renvoient à celles des robes des moines. Au Laos, le chamanisme et le bouddhisme sont toujours considérés comme les supports majeurs de la vie quotidienne. Le communisme n'a jamais réussi à ébranler cette foi ancrée depuis toujours dans la mentalité laotienne.
Anu a construit sa foi au fur et à mesure de ses années passées au Laos. Quand il a emménagé, sa mère a insisté pour qu'il ait un Bouddha. Tous les 15 jours, il lui offre un plateau de 9 fruits choisis selon les règles. Tant qu'il l'entretient, son Bouddha le protège des mauvais esprits. Les étoffes qui sortent de l'atelier d'Anu allient tissage à la main et esthétique contemporaine. Pour parvenir à l'excellence, il faut une maîtrise et un savoir-faire exceptionnel. Cela exige d'être pointilleux, méticuleux et patient. C'est aussi un travail d'équipe. Donc moi qui crée le motif, je le dessine, je le croque sur un morceau de papier, je l'explique, je le transmets à une personne qui va le retranscrire sur la chaîne, avec toutes les contraintes chaîne, trame. Ensuite, on doit le retravailler pour vraiment obtenir des proportions et le dessin que j'ai en tête. Pour réaliser les motifs les plus complexes, les tisserandes ne tissent que 6 cm par jour. Au Laos, en fait, il faut vraiment apprendre à être patient. Il faut apprendre à regarder les personnes. Et lorsque je suis arrivé ici, en fait, c'est vrai que j'étais assez impatient. Je suis formé à la française, à l'européenne, à l'occidentale. Et on a cette impatience, on a cette envie que tout doit être immédiat. Alors que les Laotiens, eux, regardent vraiment le moment présent. Aujourd'hui, on tisse, demain, on tisse. C'est comme ça. Il n'y a pas de notion de temps. On ne va pas leur faire dire 12h18. Ils vont nous dire 12h et quelques. Il y a aussi cette notion que moi j'ai complètement bannie de mon atelier, c'est les centimètres et quelques, ou l'approximation. Ah, c'est à peu près. Moi, je plaisante évidemment, je les pénalise pas. Voilà, ils peuvent pas me dire 2 cm et quelques. Ils sont obligés de dire un mois et à peine. Voilà, ça c'est 2,8 cm, 13,3 précisément. Ils sont obligés. Je comprends pas pourquoi ces 2 échantillons sont différents. Regardez là, les motifs sont différents. Pourquoi cette largeur est différente de celle-là? D'ici à là, il y a combien de centimètres? C'est plus large. Le motif est plus grand car on en a enlevé une partie. Là, c'est 2 cm et là, c'est 2,3 cm. Donc c'est plus large. C'est pas la même chose. Allez-y, recommencez et on verra ensemble demain. On utilisera le même fil.
C'est joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et ce motif-là aussi est joli. Je vous critique pas, mais je voudrais simplement comprendre. C'est ça qui m'a toujours étonné chez les tisserandes, c'est qu'elles ont une tête qui est très très mathématique en fait. On travaille sur un rythme binaire, elles apprennent à tisser à l'âge de 10, 12 ans. Donc c'est devenu une seconde nature pour elles forcément. Mais lorsque je leur montre un croquis, elles peuvent me dire tout de suite si c'est faisable. Si j'insiste vraiment, et si je le veux vraiment, donc moi je peux me mettre au métier à tisser et le faire, et là je comprends. Et je regrette, ça met des jours. Elles essayent de trouver une solution. Parce que reproduire c'est facile, mais créer quelque chose de nouveau, et je crois que c'est là qu'on voit en fait les bonnes tisserandes. Les tisserandes qui ont vraiment envie de faire quelque chose de nouveau, qui ont vraiment cette vocation et qui élèvent le tissage au niveau de l'art. J'essaye de voir l'évolution. Enfin bon, je sais que ceux-là, ce sont vraiment les premiers, parce qu'on a fait ça sur une chaîne noire, et ensuite il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a eu 9 versions qui ont demandé 6 semaines de conception sur ce motif-là. C'est vraiment lorsqu'on met le nez dessus et qu'on lit ligne par ligne le motif que l'on comprend pourquoi il y a eu des changements. C'est de modifier jusqu'à trouver une sorte d'équilibre que moi seul peux comprendre. Il y avait une sorte de forme que je voulais avoir, une certaine abstraction aussi sur ce motif, alors qu'il a une image très très forte de Naga. En fait, le noyer dans un motif pour qu'on le devine, pour qu'au long du tissage on le voit et qu'on ne le voit plus. Et ça allait jusqu'au point près. Et j'ai arrêté à la 9e version. Celui-là, on l'a gardé. Il y a eu un deuxième. On a épaissi ce trait-là par rapport à celui-ci. On a quand même gardé les petits points, le serpent qui est toujours là. On a affiné. Il y avait un truc qu'on a affiné, il y a ça, qui est là. On l'a mis plein, ici. Voilà. On a remis un trait au milieu pour que l'image soit plus dense. Anou met le point final à sa dernière collection en imaginant des noms qui racontent le motif. Dans cet exercice, Peng l'assiste pour trouver le nom le plus juste qui parle du Laos. On va donner un nom à ces 2 motifs-là. Le premier, ce sera fleur de jasmin. Le deuxième motif, ce sera fleur de yucca. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois? On peut appeler ce motif Sisatanak, comme notre quartier. 4 nagas. 4 serpents. On doit noter ces noms pour envoyer les échantillons en Angleterre, en France et en Amérique. Tous les agents doivent avoir les grands et les petits échantillons en 4 couleurs. La qualité est incroyable. On ne peut rien trouver de comparable. C'est extraordinaire. Vos couleurs sont magnifiques. Quand les gens voient vos échantillons, ils les adorent. Personne ne dit qu'il ne les aime pas. Ah, wow. Oui, tout le monde les aime. Good. Bien.
I'm happy. Je suis content. Moi aussi. On monte à chaque fois d'un cran. Mais je travaille sur une nouvelle collection en ce moment. Vous avez de nouveaux motifs? Excuse me? Yeah, new designs. Oui, oui, des nouveaux motifs et puis vous verrez plus de couleurs. J'essaierai de vous les envoyer avant le 20 ou le 18 décembre, dans 10 jours. Il va y avoir un dialogue qui va s'installer entre l'architecte d'intérieur, le chef de projet, le client et moi-même pour pouvoir créer un panneau pour une fenêtre, pour un sofa, pour un coussin qui fera partie de la décoration d'une maison. Quand tu sais qu'un panneau comme ça, un échantillon que l'on envoie, va se retrouver plié en 10 chez un designer au fond d'un tiroir, ça c'est 3 jours de tissage. Et c'est ça qui me fait un peu mal au cœur en fait en général, c'est quand je vais visiter les décorateurs et que je leur dis le tissu que je vous ai envoyé la semaine dernière, où est-ce qu'il est ? Et qui me disent non, il faut qu'on cherche et qu'ils sortent une grosse caisse. Ça se trouve au fond, tout chiffonné, comme si c'était un bout de torchon. Et ça, moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Mais c'est passionnant à la fin. C'est vraiment passionnant de savoir que tu peux vraiment arriver à un résultat incroyable, qui peut être dans un magazine ou chez des clients comme Michael Bloomberg ou Jennifer Aniston, des gens comme ça. Et c'est vraiment fabuleux de savoir que d'un petit atelier laotien, avec juste 10 personnes, on arrive à faire des décors de stars d'Hollywood. C'est vraiment super. Au centre de Vientiane, il y a le temple Misai qui appartenait à la famille d'Anu. Les ossements de ses ancêtres y reposent. Quand Anu est arrivé au Laos, on ne cessait de lui demander qui étaient ses parents. Pour l'homme de la rue, même s'il était né au Laos, il restait un étranger. Après toutes ces années, Anu retrouve petit à petit les pièces dispersées du puzzle de son passé. La famille, le textile, le Laos. Je vais rester au Laos encore très longtemps. J'ai l'impression qu'il y a un but ici. C'est vrai que lorsque je travaillais en France, j'étais bien, j'avais un bon boulot, une belle vie. Mais ici, je me sens quand même plus complet. Il y a une spiritualité, et puis j'ai l'impression de retrouver les racines qui m'ont manqué quand j'étais petit. Avec mes parents, il y avait beaucoup de non-dits de par leur situation. Donc c'est vrai que ça fait... j'ai l'impression de revenir aux sources, j'ai l'impression d'être plus complet ici. J'ai l'impression que je suis en train aussi de finir un travail que mes grands-parents avaient commencé. Parce que mon grand-père était quand même très très attaché au Laos, il était attaché à la France également. Ma grand-mère admirait la France, mais sa vie était ici. Le fait qu'ils soient partis en 75, ils ont complètement été arrachés, comme moi j'ai été arraché du Laos. Il y a un manque, il y a un vide. Et ça, je crois que ce vide-là, il faut le combler à un moment ou à un autre. Je crois que ma grand-mère est fière. Je crois qu'elle est très touchée. Enfin non, c'est pas que je crois, je pense qu'elle est touchée. Et je lui rends visite 1 à 2 fois par an, selon mes disponibilités. Et à chaque fois, je passe des moments incroyables avec elle. Elle est heureuse de savoir que j'ai repris un métier qu'elle a dû abandonner. Elle revient un peu le passé avec mes tissus.
Quelque chose qui m'amuse vraiment, c'est qu'elle prend la loupe, parce que bon, elle a 91 ans, donc elle prend sa loupe, alors elle fouille dans sa trousse, elle prend sa loupe, et elle regarde vraiment à la loupe, et elle me dit, mais il n'y a aucun fil qui dépasse, et il n'y a rien à dire, et là, c'est génial, c'est génial. Vraiment, être Laos me permet d'être plus laotien. Le Laos m'a apporté beaucoup. La patience, la lenteur et surtout l'apaisement. Je crois qu'il y a vraiment cette gentillesse qu'il y a dans le regard des gens, ce sourire qui est vraiment naturel. Et cette lenteur qu'il y a ici, qui nous permet de faire un travail textile surprenant. J'aurais pas pu trouver ça ailleurs.